L'horreur est un genre qu'il faut maîtriser et comprendre avant d'investir, surtout lorsque l'on cherche à adapter un objet audiovisuel déjà culte pour certains et reconnu comme réussi dans l'état où il a été créé. Adapter un jeu vidéo d'horreur, le cinéma s'y est souvent frotté, allant de l'excellent film respectant l'œuvre originale, en passant par l'immonde purge refusant de comprendre le matériau d'origine, cherchant simplement à capitaliser sur le succès de la franchise et non cherchant à comprendre l'essence de sa forme artistique. On compte beaucoup de sagas horrifiques dans le cinéma, mais étrangement, on en compte peu qui sont des adaptations de licences du jeu vidéo ou de romans. Et c'est ainsi que dans ce contexte, une seule s'est fait un chemin au milieu de tout cela, une saga étrange qui a perdu de vue l'essence même de son but et surtout la base dramatique qui aurait pu faire sa force. Une saga horrifique se basant sur un objet de culte dans le cinéma d'horreur, une saga horrifique qui cherchait à se démarquer du jeu vidéo qu'elle adaptait, une saga horrifique qui sombrera rapidement dans le clinquant et le tape à l'œil. Cette saga, c'est Resident Evil, initiée en 2002 par le réalisateur anglais Paul W.S. Anderson, à ne pas confondre avec Paul Thomas Anderson, ou même Wes Anderson, ou même Monsieur Anderson. Il était plus connu à l'époque pour avoir réalisé une autre adaptation de jeu vidéo devenue culte, mais pour de très mauvaises raisons. Et c'est ainsi qu'il s'est rapidement retrouvé aux commandes du projet, alors que celui-ci devait être dirigé par le roi du zombie cinématographique George A. Romero, qui se retrouvera alors sur le banc de touche. Paul W.S. Anderson assumera alors seul, ou presque, les commandes de la série depuis son début, jusqu'au dernier épisode qui s'apprête à sortir dans les salles de cinéma. Au fil de 6 longs métrages tout de même, la saga s'est imposée comme un objet bourrin, violent, pas forcément subtil, mais cherchant à imposer un style, une ambition de cinéma d'action virile et putassière. Le premier film, sorti en 2002, est un objet assez fascinant en soi, car même s'il n'est pas extraordinaire, il a cherché à poser de nouveaux personnages dans l'univers du jeu de Capcom, en cherchant ainsi à se démarquer du jeu vidéo pour offrir un vrai divertissement de cinéma qui serait simplement une adaptation de l'univers et non du jeu vidéo. Il en résulte un huis clos extrêmement con, assez classique par pas mal d'aspects, mais tout de même entraînant grâce à son personnage central, la place des zombies dans le film et une certaine conception du genre qui apporte quelques moments de tension et un certain équilibre entre horreur et action, amenant le genre dans un retranchement bancal mais intriguant. Ce premier long métrage, écrit et réalisé par Anderson, est une adaptation plutôt sympathique de la franchise vidéoludique, pour un long métrage qui manque de pattes, mais qui tient tout de même la route en tant que divertissement d'action, plus que dans le genre horrifique tout de même. Le deuxième film est d'une connerie assez abyssale, nous entraînant dans un monde ouvert ridicule, commençant à placer beaucoup de personnages du jeu vidéo pour pas grand chose, amenant des héros à aller à l'encontre de leur caractère originel comme Valentine, bref, une conception dramatique pas forcément élégante. Le tout condensé dans un film qui va à 200 à l'heure, qui s'éparpille de manière impressionnante, qui crée des sous-intrigues lourdes et pompeuses et qui rejoint plus l'esprit qu'auront les épisodes 5 et 6 du jeu vidéo, et perdant de vue le côté vraiment horrifique de la saga. Pour vous dire à quel point ce film est mauvais, Alexander Whyte, le réalisateur, abandonnera la carrière de metteur en scène ou sera contraint pour revenir à ce qu'il faisait avant, la réalisation, mais en seconde équipe. Le troisième long métrage est un peu plus intéressant car il est mis en scène par un auteur culte pour pas mal de monde, qui offre ici une adaptation assez cool, quoique étrange, de l'univers de Capcom, remplaçant un monde post-apocalyptique que George Miller ne renierait pas vraiment pour un divertissement sombre et poussiéreux à souhait. Mais encore aurait-il fallu que le scénario tienne la route, ce qui n'est pas vraiment le cas, et nous perd dans un amoncellement d'informations bordéliques, le tout au milieu d'une sous-intrigue à la Mad Max au-delà du dôme du tonnerre pas vraiment subtile et encore moins ingénieuse quand on peut presque considérer le film comme un plagiat. Russell Mulcahy, auteur de Highlander, parvient tout de même à tenir le film sur sa longueur grâce à un esthétisme violent et cru qui l'assume et qui lui permet de faire bon cap de bout en bout. Le quatrième film est un objet d'action lambda qui ne fonctionne qu'en salle pour une seule et unique raison, il a été conçu pour être vu en 3D. Et si vous le voyez sur un écran d'ordinateur, vous allez rapidement comprendre que le film est d'une platitude monumentale lorsqu'il est en 2D, manquant d'à peu près tout. Hormis 2 ou 3 scènes d'action vraiment impressionnantes, le film manque de clarté, manque de puissance dramatique, se centre sur le personnage d'Alice mais pour de mauvaises raisons, et ne réussit même plus à laisser assez de place aux vrais personnages centraux, les zombies, pour donner lieu à un film qui manque de tout, sauf d'ennui, ça c'est sûr, car il y en a plein. Paul W.S. Anderson revient aux commandes du projet pour un moment de cinéma vraiment déconcertant qui a plus de pattes graphiques que le premier film, mais qui renforce le côté absurde de cet ensemble cinématographique. Puis il y a le cinquième film, qui n'a presque plus aucun rapport avec l'intrigue de base, qui part dans une autre direction incompréhensible, qui laisse de côté beaucoup trop de personnages, qui ne sert que de transition entre le quatrième et le sixième volet, pour mettre en plus en scène une espèce de huis clos ridicule dans une base débile en plein milieu d'une toundra glaciaire juste inutile. C'est peut-être l'un des pires volets de la série car il ne se considère même pas comme un volet, mais comme une transition, donc comme un maillon d'une chaîne, donc comme un objet sans le moindre intérêt, qu'il vaudrait presque mieux oublier afin de garder une image à peu près saine de la saga, tant là on commence vraiment à frôler le ridicule. Anderson ne sait plus quoi faire de sa saga, il la laisse voguer au fil de ses envies, oubliant complètement de replacer les personnages ou de marquer leurs enjeux, et se contentant simplement de les aligner pour un divertissement ridicule où les méchants deviennent gentils en plus.
Ainsi, avant la sortie de son ultime chapitre, il y a un constat évident à faire sur la saga Resident Evil. Celle-ci ne comprend pas le jeu vidéo de base, et même si les auteurs semblent avoir des fois des références solides, la plupart ne saisissent pas comment adapter l'univers de Capcom, se contentant simplement d'emballer leurs films dans des paquets cadeaux bon marché. Paul W.S. Anderson cherche à s'emparer de l'univers mais a du mal, Alexander Witt va en faire des caisses maladroitement, et Russell Mulcahy réussit à poser une identité graphique, mais celle-ci ne tient la route que sur un seul film. Posant alors une question fatidique, qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant de mal à porter l'univers à l'écran? La photo personnage central, à une intrigue un peu trop farfelue ou à des personnages secondaires interchangeables entre chaque film? Plus simplement, la saga le doit à un manque de cohérence de la part de son auteur central quant à la compréhension de l'univers dans sa globalité. Anderson a conçu le premier film comme une ouverture vers les jeux vidéo, posant ainsi une espèce de préquel cinématographique à ce qui aurait pu être une longue cinématique pour un nouveau jeu vidéo, ce qui en soi aurait pu être une bonne idée et amener un peu de nouveauté dans le jeu vidéo, comme avec Déviance. Mais là, il a fini par céder à la fameuse technique du « je conçois un premier film et la suite, on verra bien au compte-gouttes ». Le tout donnant lieu à un ensemble dramatique qui tient à peine la route, qui manque de nervosité et qui surtout ne réussit quasiment jamais à nous entraîner totalement dans l'univers. Aussi vite qu'elle a commencé, la saga s'est rapidement essoufflée, et pourtant elle continue d'arborer les salles de cinéma. La faute certainement à son impact culturel par le biais des jeux et une envie du public de croire en l'impossible. On ne boude pour autant pas son plaisir devant quelques moments de la série, loin de là, et il faut admettre que même si elle est bordélique, l'intrigue reste assez passionnante pour nous emporter pendant quelques instants vers des moments de suspense assez haletants pour nous faire trépigner dans notre fauteuil. Mais en tant que spectateur et en tant que fan du jeu, on ne devrait pas se contenter de cela, et exiger une vraie reconnaissance de l'univers, et non plus seulement une forme de fausse compréhension de celui-ci, laissant le chemin libre à des auteurs pour faire n'importe quoi avec l'univers qu'ils adaptent, perdant alors toute notion d'adaptation, et surtout de cinéma pur et dur. On verra bien si le dernier épisode sera à la hauteur de nos attentes ou sera simplement conclure l'univers, mais cette saga horrifique reste l'exemple type d'une belle promesse romantique et cinématographique qui ne réussit pas à nous emmener jusqu'au lit pour nous faire l'amour tendrement.